Bonjour pour l'ordinateur, je viens vous présenter l'association Les Gens Forestiers. Pourquoi on a créé cette association il y a 2 ans et puis quels sont nos objectifs et quelles sont nos actions prioritaires. Alors, l'association, donc, elle a été créée il y a 2 ans. Il y a eu quelques prémices pendant le Covid. Il y avait comme un peu un collectif de gens qui se réunissaient enfin, en, en constatant avec émotion qu'il y avait des suffrages qui affectaient le paysage et qu'il y avait un sentiment un peu d'impuissance par rapport à ça. Et puis, ensuite, ce groupe-là a croisé un autre groupe, notamment quelques maraîchers qui étaient pour donner un certain élan. Et puis, il y a eu le petit noyau pour dire, ben voilà, on fait une asso dans le but de euh, préserver les forêts vivantes. C'est-à-dire, au lieu de faire juste le constat de voir un bon matin qu'une colline est rasée et que tout est coupé, eh ben, de dire, il y a quand même une sylviculture, on peut faire autrement et on peut gérer les forêts aussi. Alors, donc, ça s'est résumé, il a fallu faire des statuts. On a fait là. Voilà. Pour rédiger nos statuts, ben, il y a un peu 3 mots-clés, hein. J'ai mis vivant, information et biodiversité en gras. C'est donc bien l'idée, puis on l'a mis dans notre nom aussi, pour des forêts vivantes en véhicule. C'est l'idée de la transmission, de contribuer à transmettre les générations futures un patrimoine vivant plutôt que des forêts ou appauvries ou rasées suite à une demande importante de matières premières. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen? Ben, un des moyens, c'est informer, convaincre, débattre, aller vers les propriétaires forestiers. Et puis aussi, si il y a c'est une fédération un peu d'initiative sur le territoire. Déjà, il y avait déjà eu l'expérience de Fred Giracine, qui est une association qui est à Argenta, qui avait 5 ans d'expérience maintenant. Et donc, on commençait aussi à faire partie. Et donc, il y a d'autres associations, notamment sur le plateau de Mivas. C'est-à-dire, si on arrive à être un interlocuteur à un moment donné suffisamment cohérent, structuré, on peut aussi avoir un poids, devenir un des acteurs pour faire évoluer la réglementation, voire des fois juste la faire appliquer. Alors l'autre, l'autre type d'action, c'est aussi ce qu'a fait donc, l'association Fred Viracine, puisque en 5 ans, ils avaient réussi à réunir près de 60 000 euros et à acheter au passé en contrat 80 hectares de forêt, en gros sur la vallée de la Dordogne. Et donc, on considère que une des façons de protéger les forêts, c'est le ATM. C'est une façon lente, vu la surface totale boisée de la forêt, c'est quand même de 260 000 hectares. Mais ça permet aussi de se professionnaliser. C'est-à-dire que du coup, on vit aussi la situation de l'intérieur. On rencontre les mêmes idées, on a fait les mêmes questions, notamment puisque l'association n'est pas opposée au fait qu'on récolte du bois. L'objectif, c'est pas de mettre sous cloche, comme des fois on a vu dans une réponse on parlait peut-être de la creuse. C'est bien d'inciter à gérer autrement. Et, et notamment en faisant attention au sol et en prenant qu'une partie de ce qui est porté. Donc, constituer un patrimoine forestier, de collecter des fonds,
Et puis sur cette surface-là, on se donne deux objectifs de gestion. Soit, bon, c'est manifestement des peuplements qui ont été faits pour qu'on puisse sortir un peu de bois, qui sont récents, ils n'ont pas un intérêt biologique important, donc on peut les gérer. Alors, ça porte diversement des sylvicultures irrégulières, à couverture continue. Soit c'est des fonds de forêt où il y a un intérêt biologique et un patrimoine. On sait qu'il y a de la biodiversité et dans ce cas-là, on peut très bien le laisser en libre évolution et observer comment évolue ces patrimoines. Donc on a ces deux options. Et concrètement, dès la deuxième année, on a acheté deux forêts, en allant vers la commune de forêt de 13 hectares, et puis aussi des plus 3 hectares, on a déjà un peu de. Alors, sur la partie justement mobilisation, si on veut faire évoluer les choses, on sait bien de sauver le monde, mais qu'est-ce qu'on met dans la barre en premier, quoi. Donc, une image de cette passe générée. Euh, par contre, on commence. Et puis, si on commence par quelque chose, il faut pas réinventer les choses de la poudre et aussi rester en éveil sur d'autres sur ceux qui se sont déjà engagés dans cette direction ou dans d'autres démarches, voire nationales. Et ça me paraît plus intéressant que de rester juste sur son échelle locale, même si il ne faut pas se disperser. On sait bien aussi l'échelle là où il faut être utilisé. Et alors, dans les divers outils qui existent déjà depuis une dizaine d'années, il y en a un qui est l'indice de biodiversité potentielle qui a été mis en place par les centres nationaux de la propriété forestière. C'est l'équivalent de la Chambre d'agriculture. Et donc, il y a une dizaine de critères euh, qui sont que quand on observe une forêt, en fonction des essences qu'il y a sur place, est-ce que ce sont des essences indigènes? Donc, il y a une définition précise, c'est-à-dire celle qui était là il y a déjà 2000 ans. Est-ce que le peuplement, il est juste un étage des pieds, ou est-ce qu'il est structuré en divers étages? Il y a aussi, dans ce critère, les trois principaux, ils sont là, c'est la présence de bois mort et la présence de très gros bois vivants sur pied. Et puis le troisième, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'arbres vivants, des traces, des loges, des trous, qui sont autant d'habitats pour une succession d'animaux, mais ça peut être des oiseaux, puis après le même trou, même aussi, ça peut être aussi occupé par un petit mammifère, etc. Et c'est, alors, on voit en bas, à côté, on voit une forêt, où effectivement, alors, il y a les essences en place, on fait du chêne, du châtaignier, bon, du chêne, du hêtre. Le châtaignier a un statut un petit peu à part, parce qu'il est là que depuis 2000 ans. Donc, il y a un peu de débat, mais bon, c'est parti. Et il y a donc un peu, il y a du bois au sol. Le fait qu'il y ait besoin de très gros bois vivants, c'est parce que il y a une continuité dans le sol du réseau racinaire et des mycorhizes et de toute une vie associée qui fait que plus les arbres sont là depuis longtemps, plus il y a un nombre d'échantillons, un nombre d'espèces différentes et une vie très intense dans le sol. Donc ça, c'est le premier indicateur qui permet assez rapidement, en quelques minutes, d'observer et de mettre des notes, hein, 0 à 50 par exemple, il y a des critères notés de 0 à 5, et puis de comparer à un indice de biodiversité qui serait par rapport.
Alors, la deuxième démarche, alors finalement qu'on a découvert un peu à mesure, au fur et à mesure de nos contacts avec les autres acteurs, c'est la notion de forêt ancienne. Cette question de la forêt ancienne, elle est liée à l'histoire. Et là, je vous ai mis la moitié de la coupe, enfin, même pas la moitié de la courbe, même pas. La partie la plus récente, c'est-à-dire après la guerre de 100 ans, c'est-à-dire la façon dont en vert, la façon dont depuis 1400, depuis Jeanne d'Arc, la façon dont doucement la surface boisée en France a baissé pour atteindre un minimum au moment où la population commençait à augmenter de façon significative après la Révolution, et où il y a eu les premiers usages industriels avec l'acier. Les premières forges, elles étaient au bois. Et c'est là qu'il y a eu la plus grande régression enfin, des forêts, c'est-à-dire qu'elles ont été rajeunies, elles sont passées à l'état de taillis, et il y a même un recul des surfaces, et un recul des surfaces pour nourrir les gens, y compris dans les montagnes. Les déplacements sont montés plutôt en altitude, et ça a entraîné un défrichement, une érosion forte avec des inondations, notamment permis par le gaz, etc. Et à partir de 1827, qui était la date de création du poste forestier, euh, l'État a décidé d'un grand programme de développement, à l'inverse des Anglais, avec d'une part, enfin, d'abord les zones militaires, donc les Alpes, même un service de restauration de terrain en montagne pour faire des corrections, enfin des corrections torrentielles, les torrents qui faisaient qui développaient le plus d'érosion. Et puis, ces boisements en montagne, le massif central en est bénéficié, et les Landes, qui étaient considérées comme des zones humides de maladies ou autres, ça, inutilisables, telles que nous sommes, et où il y a maintenant 1 million d'hectares de forêt. Donc ça a été une ligne politique qui s'est mise en place dans ces années-là, qui à chaque guerre, ça a été l'occasion de demander aux Allemands des dommages de guerre, qui allaient prendre les graines chez eux, etc., et de relancer des campagnes de boisement qui font que, par exemple, en Corrèze, le taux de boisement en 1820, il était de 12-15%. Et il est actuellement de 45% à égalité avec l'agriculture. Et en fait, dans ce, une question de définition, du boisement, là, c'est un peu autant de plantation que les forêts. Alors, c'est beau au sens administratif. Alors, on va aller jusqu'au bout de la ventilation, puis je verrai si je peux répondre. Donc, de 1820 à aujourd'hui, on va dire, on a au moins triplé le taux de boisement. Et ce taux de boisement, il provient, il y a plus ou moins, il y avait 15% des départs, des forêts qui étaient au départ, puis des boisements, alors boisements artificiels, le plus souvent résumé à l'initiative de l'État, qui ont apporté un tiers. Et il y a un autre tiers qui est le résultat de la déprise agricole. C'est-à-dire qu'ils en font partie, mais comme il y a des haies, comme il y a des jets, etc., de toute façon, les graines se répandent. Et il y a de toute façon 15% qui se font boiser spontanément avec les essences totales. Donc il y a 3 tiers de... Voilà. Et alors, on s'aperçoit il y a notamment les PNR, enfin, PNR qui a fait du parc naturel du Massif central,
il y a une fédération de deux, trois parcs pour aller essayer d'étudier à l'intérieur de ces contours les forêts anciennes, en disant où elles sont, à quoi elles correspondent, et avec l'hypothèse que une forêt, du fait de son ancienneté, a des sols qui sont là depuis maintenant des milliers d'années, et qui ont une biodiversité, et champignons, etc., qui n'ont pas été perturbés par un défrichement, un labour, une mise en du sol, etc. Et c'est donc dans ces surfaces-là, en plus, les naturalistes nous disent qu'on retrouve effectivement des plantes et des animaux qui sont typiques des espaces boisés qu'on ne retrouve pas dans les forêts terrestres. D'où, quand on dit biodiversité, un intérêt déjà marqué pour aller s'intéresser à ces forêts-là. Et savoir où ils sont. Donc, nous, dès qu'on a, dès que j'ai entendu parler de cette étude, on dit, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a une carte en ligne? Elles sont où autour de nous, quoi? C'est l'intérêt. De cette façon, à plutôt cibler déjà si, vis-à-vis des actions, vis-à-vis d'un recours, d'une plainte ou autre, déjà protéger ces surfaces-là. Et puis, et curieusement, enfin, moi, c'est pas mal de randonnées. Euh, les randonneurs ont ce feeling. C'est-à-dire qu'effectivement, ils passent devant des dégâts, des épicéas, etc., voire des taillis, mais donc ils vont râler que c'est sombre, c'est moche, tout ça, et ils vont aller vers cette forêt-là. Avec un intérêt spontané. Les forêts, c'est ben, des forêts qui ont une certaine maturité, et qui n'ont pas forcément de valeur en termes de qualité de bois, mais qui ont une certaine maturité. Et alors donc pour savoir, après, donc un intérêt, c'est de remonter l'outil cartographique pour voir plus précisément où pouvait se faire. Alors, au départ, la donnée de départ sur les forêts anciennes, c'est les cartes de Cassini. Alors, j'ai regardé la carte, Cassini, c'est une famille de cartographes, et notamment, les forêts sont faites entre ces deux années. Et il y a aussi les cartes d'état-major de Napoléon qui sont dressées sur l'ensemble de la France, quelque chose de relativement précis, qui donne déjà des contours. Et il fallait, il fallait aller un peu plus loin. Et là, les fil en aiguille, on a appris que les conservatoires de Pavillon national de Nouvelle-Aquitaine, avait déjà lancé depuis 2, 3 ans un gros travail pour rendre l'outil cartographique plus précis. C'est-à-dire, partant de ces coussins, appuyer sur mettre le bon contour de la forêt boisée au bon endroit, c'est moins décalé, c'est pas calé, et donc, là-dedans, il y a même, ils sont aperçus, par rapport aux cartes de Cassini et autres, il y a 3 types de forêts. Il y a l'état boisé actuel, c'est vert clair. Il y a le vert foncé qui est encore boisé et qui l'était probablement déjà il y a 200 ans. Et puis, il y a aussi des forêts disparues. C'est l'assuré, parce que il y a eu un défrichement, parce que ça vit, quoi, hein, les agriculteurs, voilà. On parle de forêts, bien fait. Donc là, tout le monde peut consulter en ligne ces cartes-là, donc sur le site de l'ANRA, aussi sur des sites, et on peut savoir si une forêt qui est donnée, si elle a un passé. Après, l'ambiguïté, c'est qu'elle peut avoir un passé, mais elle n'est pas forcément mûre. C'est-à-dire qu'elle a pu être en forêt il y a 200 ans, mais en résumé depuis, ou en sous forme de taillis aujourd'hui, qui n'a pas le même intérêt.
Et du coup, alors, donc on a commencé à réfléchir, à avoir toute une démarche, et on partait de ces cartes-là. On regarde les photos aériennes. Sur les photos aériennes, on regarde là où il y a des arbres, de bonne taille, des critères. Et puis là, on va voir sur le terrain. Là, on utilise nos indices. Et on regarde, effectivement, là, après, on arrive à cartographier des surfaces qui ont un intérêt. Et à ce moment-là, on peut se dire, on va essayer de protéger des surfaces. Et après, on va voir les naturalistes, ils sont accrochés, on leur dit, ben, confirmez-nous qu'il y a aussi un intérêt, parce qu'il y a des espèces, une flore typique de ces forêts. Donc ça, on a tout. Et si on fait de la biodiversité, déjà, on a des choses. Or, on n'a pas eu, sur le financement, on l'a fait pour 2023. Et du coup, sur une commune très proche, sur la commune de Nage, il y avait une démarche qui était l'Atlas de biodiversité communale. Alors, ça veut dire que c'est une commune qui se dote, dont les élus ont une sensibilité particulière de l'environnement, c'est le cas, et qui se dit, qui dépose un dossier auprès de l'ESD, apparemment un dossier qui n'est pas facile à décrocher, ce qui fait 3 fois, et en disant, voilà, on va faire l'inventaire de toute la biodiversité de la commune avec des assos, et du coup, on peut réunir un financement. Donc, dans cette, euh, dans cet inventaire, il y a réalisé l'état du lieu de la biodiversité, toutes thématiques confondues, les territoires, les habitats, les écosystèmes, après, conséquences qui prévoient aussi prendre en compte, voire dans les théories aussi, intégrer cette démarche. Puis, ben, on s'est rapproché de la commune. Et puis, bon, on n'en voit pas la moitié, mais sur celle-là, il y a donc tous les partenaires. Donc, en fait, c'est toutes les associations pour les soins de la nature, c'est l'UDI. C'est normal pour votre républicain? Non, mais les images, là, ça fait pas. C'est un ordinateur pour eux. Non, c'était bien. Donc, il y a le CPIE, toutes les assos sont partenaires. Et puis voilà, ben, il y a tout un tas d'actions, j'en ai fait une des filles, des réunions publiques, conférences, de la chouette, des aventures à l'interne. Ça, c'est ce que vous avez. Alors, c'est ce que la commune de Nantes pilote. Et donc, nous, on est arrivé, on a dit, nous, on n'a pas des personnes qui font de la cartographie, on n'a pas des volontaires, et puis, ça ne pourrait pas, se rapprocher, s'intégrer dans votre projet, et puis on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, vous nous dites qui sont les espèces associées aux forêts, et puis on regarde ensemble si c'est celles qui sont dans le périmètre de cartographie ancienne, et on regarde ces photos aériennes ensemble, et puis on les appelle. On a fait, donc, le projet forêt, c'est rajouté, forêt ancienne, c'est rajouté. Et donc là, ben, c'est bien, dans les calendriers 2024, après de l'agriculture, et projet sur la forêt ancienne. Et donc, sur cette petite carte, on voit les points jaunes, on le verra après, mais tous les points jaunes, ils ont ressorti des comptages, des inventaires, là où il y avait des espèces associées aux forêts anciennes. C'est principalement des sécurités. Ça donne déjà une indication. Et là, ça recoupe pratiquement les grandes rivières qui coupent la commune, c'est-à-dire qu'il y a la Corrèze, la Séronne, la Solane, qui prennent leur source sur le plateau de Seillac, à 450 mètres, et puis hop, on descend vers la Corrèze, et dans ces vallées, ben, il y a c'est là qu'on retrouve la plus grande biodiversité.
Donc là, on a retenu une dizaine de zones à partir de ces 100 zones. Donc là, l'intérêt, c'est tout de suite d'avoir été en connexion avec le conservatoire local, qui est partie prenante et les volontaires, qu'on a regardé par cette interprétation-là, et puis que ben, spontanément, la classe, l'animatrice de la classe a libéré. On a réuni des expressions indicatrices pour le grand public, pour les spécialistes, qui puissent continuer à entretenir l'inventaire. Voilà. Et après, il reste l'étape suivante, mais ça va être de voir sur le terrain, faire des fiches spécifiques qui sont des fiches du conservatoire et les saisir dans la base de données, et puis après voir avec les propriétaires comment on peut faire. Donc, la photo de la commune avec les plans d'inventaire, un peu plus gros, et à droite, et donc, voilà, donc on a deux outils fiches, soit l'indice de biodiversité potentielle, soit la fiche du conservatoire, qui elle recense surtout les gros bois plus de 62 cm et les très gros bois plus de 82 cm, et les bois au sol. Bon, ça, c'est une photo c'est là où il y a les plus gros bois dans la forêt qu'on a achetée près de. Et alors, l'étape, là, on en est, donc, sur les 10 zones, il y a une zone où c'était un voisin qui était venu voir spontanément, qui a dit, tiens, j'ai des forêts, il disait qui sont là-dedans, est-ce que vous pouvez me donner des conseils, ou autre. Et du coup, ça ferait ressorti dans les zones, justement, de l'approche qu'on a eue, ben, hop. Donc là, j'ai préparé une petite fiche que je vais lui envoyer, où dedans, on lui dit, voilà, c'est une fiche d'information, et puis on peut proposer une information, soit des conseils, soit une description des parcelles, et on lui dit, voilà, telle parcelle, c'est plus les cultures couvertes continues, ou évolution linéaire. Ou alors, il y a l'outil d'obligation réelle environnementale, qui est un outil récent, qui a 4 ans. Et là, c'est un contrat qui est passé entre le propriétaire et une association de protection de la nature, et on engage le propriétaire, il s'engage à des actions environnementales dans sa forêt sur un délai qui peut aller jusqu'à 99 ans. Donc voilà les outils qu'on a à disposition pour aller vers les propriétaires. Alors après, on va essayer de synchroniser ça aussi avec la classe. Et puis pour finir, deux, trois photos, ben, le pic noir, la barre d'Astel, comme Sunset Série. Et puis, à gauche, alors c'est une sauterelle, j'ai appris ça, du conservatoire, qui vit au sommet des forêts anciennes, qui vit la nuit, et qui émet des ultrasons qu'on connaît. Malgré ça, il y a des spécialistes qui arrivent à les détecter. Avec des détecteurs ultrasons, et les mecs qui ont Jérôme Sueur, non? Pardon? C'est pas Jérôme Sueur qui travaille là-dessus. Non, là, c'est bon, j'ai bien baraté, mais